l'Iran a lancé un avertissement percutant. Si ses sites pétroliers sont attaqués, il n'hésitera pas à frapper les installations de production de pétrole de tous les pays du Moyen-Orient. Mais ce n'est pas tout. Toute attaque sur leurs installations nucléaires serait considérée comme une question existentielle. Préparez-vous, car l'Iran a promis de lancer entre 1000 et 2000 missiles sur Israël, ciblant des infrastructures d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars. Imaginez un instant. Israël pourrait être renvoyé à l'âge de pierre. Que réserve cette situation explosive? Monsieur Scott Ritter, je voulais vous parler tout d'abord de cette discussion sur une contre-attaque israélienne contre l'Iran. Nous avons eu Yoav Gallant, officier général des forces de défense israéliennes et ministre de la Défense, qui a annulé une réunion prévue aux États-Unis. Ensuite, des désaccords ont surgi entre Netanyahou et Gallant à propos de sa venue à Washington pour discuter de cette contre-attaque. Gallant affirme que la frappe sera létale et précise et que les Iraniens ne sauront pas ce qui les a frappés. Maintenant, Poutine va également rencontrer le président iranien Massoud Pezeshkian le 11 octobre apparemment pour parler des relations bilatérales, mais aussi j'en suis très sûr, et je suis sûr que vous l'êtes aussi qu'ils vont parler de cela. Je suis donc curieux de connaître vos réflexions sur ce que vous pensez qu'il pourrait se passer ici, car l'Iran a clairement affirmé que toute attaque serait suivie de représailles, ainsi que de discussions concernant les sites nucléaires potentiels, les sites pétroliers et tout autre site stratégique, avec la promesse de mesures de riposte équivalentes. Je suis donc curieux de savoir ce que vous pensez qu'il pourrait se passer dans les heures et les jours à venir. Eh bien, tout d'abord, je pense qu'Israël va probablement attaquer l'Iran. Il y avait une période jusqu'à ce matin où, je suppose, hier, je pensais que Netanyahou jouait peut-être un jeu en mettant la pression sur l'administration Biden pour obtenir autant de concessions que possible, en suivant son pari de juillet dernier de venir aux États-Unis, de parler au Congrès américain et de s'envelopper dans le drapeau américain. L'administration Biden proposait un ensemble très conséquent, affirmant en substance que l'équipement militaire serait fourni sans limite et qu'il soutiendrait l'effort diplomatique aussi longtemps que nécessaire, même jusqu'à ce que l'enfer gèle. Vous n'aurez jamais à vous inquiéter de quoi que ce soit de la part des Nations Unies et l'Amérique cherchera à étouffer tout ce qui se passe à la Cour internationale de justice ou à la Cour pénale internationale. Vous savez, nous vous soutenons, ne frappez simplement pas l'Iran. Je pense qu'en gros, ce que nous disons, c'est de ne pas frapper les sites nucléaires critiques ou les sites pétroliers en Iran. D'une manière ou d'une autre, nous continuons à dire qu'il est acceptable d'avoir des réponses proportionnelles parce que voici le problème. Nous ne pensons pas que l'Iran va aller jusqu'au bout. Nous pensons que si Israël fait une réponse proportionnelle d'une manière ou d'une autre, nous pourrons convaincre l'Iran de faire une réponse proportionnelle à la réponse et de gérer l'échelle de l'escalade, parce que notre objectif en tant qu'États-Unis, l'administration Biden, est de prévenir une crise mondiale majeure à l'approche d'une élection nationale critique. L'héritage de l'administration Biden est en jeu, vous savez. Harris est la succession de la présidence Biden, et Biden veut qu'elle gagne, et donc ils vont faire ce qui est nécessaire pour éviter les types de crises qui pourraient me faire dérailler l'élection de Harris. L'ancien officier du renseignement du corps des Marines et inspecteur des armes de l'ONU, Scott Ritter, lance un avertissement dévastateur à Israël, alors que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant promettent une frappe imminente sur l'Iran. Cette vidéo décompose la menace croissante d'une guerre totale entre l'Iran et Israël, avec Scott Ritter offrant son expertise sur ses conséquences. Une des crises majeures pourrait être un effondrement économique mondial causé par des insécurités énergétiques dues à un conflit régional menaçant les installations énergétiques au Moyen-Orient. L'Iran a averti que s'il subissait des attaques sur ses sites pétroliers, il détruirait les installations de production de pétrole de tous les producteurs du Moyen-Orient. Ils ont également déclaré que frapper leurs installations nucléaires serait une question existentielle. L'Iran a promis de frapper Israël avec 1000 à 2000 missiles, ciblant des infrastructures d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars. En gros, l'Iran menace d'éteindre les lumières d'Israël, de priver le pays d'eau courante et de perturber ses communications et sa production d'énergie. Israël pourrait être renvoyé à l'âge de pierre, c'est ce que l'Iran promet. D'une manière ou d'une autre, Israël et les États-Unis croient que l'Iran bluffe, car cela représente une menace existentielle pour Israël. La réponse existentielle d'Israël est l'option Samson,
qui consiste en l'arme nucléaire. Lorsque l'on parle de frapper des installations nucléaires, il est important de noter que l'Iran a déclaré qu'il se nucléarisera si cela se produit. Depuis mai de cette année, nous avons vu 3 déclarations majeures de hauts responsables iraniens indiquant que la fatwa actuelle, qui interdit le développement d'armes de destruction massive, y compris nucléaires, pourrait être modifiée si l'islam est menacé. En tant que république islamique, cette fatwa serait annulée si Israël attaque son infrastructure nucléaire, ce qui serait considéré comme une menace existentielle. La politique déclaratoire est essentielle ici. Des déclarations faites par des responsables gouvernementaux sont généralement accompagnées d'actions qui lui donnent du poids. Par exemple, un ancien ministre des Affaires étrangères, Sou Khatami, actuellement membre du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur, a déclaré en mai que l'Iran reconsidérerait sa politique nucléaire et que cette fatwa pourrait être annulée. Plus récemment, un membre haut placé du commandement des gardiens de la Révolution a affirmé que l'Iran fabriquerait des armes nucléaires si cette fatwa était annulée. Le Parlement iranien a également appelé à l'annulation de la fatwa et a stipulé que des armes nucléaires seraient reproduites si Israël nous attaquait. Il est important de souligner que rien de tout cela ne se produit sans la bénédiction du Guide suprême. Pour que ces responsables s'expriment, cela signifie qu'une décision a déjà été prise. En résumé, l'Iran a promis de frapper Israël avec 1000 à 2000 missiles et de détruire plus de 100 milliards de dollars de cibles d'infrastructures, promettant d'éteindre les lumières en Israël, de perturber l'approvisionnement en eau et de renvoyer le pays à l'âge de pierre. Si l'Iran va produire des armes nucléaires, il ne peut pas le faire d'une manière qui nécessite un long délai. Cela doit pouvoir être exécuté instantanément, ce qui signifie qu'ils ont préchargé le système. Cela signifie que l'Iran a produit un dispositif nucléaire. Maintenant, je sais qu'il y a des questions. Les gens disent « Qu'en est-il de ce test d'armes nucléaires qui a eu lieu en Iran ?» Scott Ritter ne pense pas que ce soit un essai d'armes nucléaires pour plusieurs raisons. D'abord, la profondeur de l'explosion dépasse de loin celle habituelle pour ces tests souterrains, qui se fait normalement entre 600 et 800 mètres, peut-être jusqu'à 1 kilomètre. Celui-ci, je crois, est à 77 km ou 7,7 miles de profondeur. C'est un sujet bien plus complexe, et la logistique nécessaire pour creuser une caverne requiert des dimensions précises. Pour effectuer un test, des instruments doivent être utilisés sur place. Comment pouvez-vous les faire descendre sans qu'ils soient repérés ? Par conséquent, je ne pense pas que cela soit possible. Ensuite, le principal problème est la diversion du matériel d'uranium enrichi. Actuellement, l'Iran possède un stock considérable d'hexafluorure d'uranium, la matière première pour les centrifugeuses. Ils ont un stock enrichi à 60%. L'AIEA a déclaré récemment que cela suffisait pour 3 à 5 bombes, et il pourrait même y avoir plus maintenant, car l'Iran continue sa production. Il dispose de centrifugeuses spécialement configurées pour transformer ce 60% en 96 à 98% très rapidement, des centrifugeuses modernes et efficaces. L'Iran, qui produit du métal d'uranium, peut facilement convertir l'enrichi à 60% en métal. Ils fabriquent des plaques métalliques pour le réacteur de recherche de Téhéran. Une fois l'uranium converti en métal, les Iraniens effectuent des calculs simples pour déterminer la quantité d'uranium nécessaire pour atteindre la criticité. Cela se fait selon un design de canon. Il suffit de prendre un morceau d'uranium, d'enlever une partie pour créer un noyau, et de le tirer comme une arme à feu, provoquant ainsi la fission. C'était le cas de la bombe, probablement la Little Boy, larguée sur Hiroshima. C'était un design d'arme à feu, atteignant 15 kilotonnes. Les Iraniens pourraient peut-être obtenir entre 20 et 25 kilotonnes avec un tel design. Ils peuvent placer ce design sur une ogive et la livrer à Israël. Actuellement, je pense que l'Iran possède des missiles capables de transporter cette bombe. Cet appareil a été construit, il n'est pas sophistiqué. Il suffit d'insérer le matériau fissile pour en faire une arme. Cette décision a été prise, ils l'ont déjà fait et ils sont prêts. Voici la nouvelle. L'Iran est désormais une puissance nucléaire. Cela change tout, car si Israël utilise des armes nucléaires contre les installations iraniennes, en particulier celle de Fordow, creusée dans la montagne, elle ne peut pas être détruite avec des armes conventionnelles. Pour cela, des armes nucléaires seront nécessaires. Donald Trump a récemment commenté la nécessité de frapper le nucléaire. C'est ce qu'il faut faire. Comprenez que lorsqu'il dit cela, il fait référence à sa période en tant que président, où il a modifié la posture nucléaire américaine et permis la construction de nouvelles armes, spécifiquement pour détruire l'installation souterraine de Fordow.
Il faudrait frapper l'Iran avec une arme de 700 ou 150 kilotonnes, ce qui aurait des conséquences inimaginables. Les Américains ont recours à ce qu'on appelle une arme nucléaire utilisable. 2 variantes ont été conçues, dont une B-61, qui est un briseur de bunker capable de s'enfouir avant d'exploser. Cette bombe a été spécifiquement conçue pour frapper l'Iran, et Trump le sait, car il l'a intégrée dans notre plan nucléaire. Il sait qu'une des options qui sera présentée au président, lorsque la mallette sera ouverte, inclut l'envoi de B-2 équipés de bombes B-61 pour frapper Fordow. C'est lui qui a mis cela en place. Quand il dit qu'il faut frapper le nucléaire, cela signifie utiliser un B-2 avec des B-61 sur Fordow, probablement 2 bombes pour assurer la redondance. Trump encourage Israël à utiliser des armes nucléaires contre l'Iran, car il sait que nous ne pouvons pas le détruire sans elles. Israël est conscient de cela. L'Iran a déclaré qu'il a des armes nucléaires. Bien qu'ils ne le disent pas explicitement, je peux garantir qu'ils ont des analystes qui affirment que l'Iran possède des armes nucléaires, et que, si cette politique continue, il pourrait les utiliser contre nous. Les calculs indiquent que 3 à 5 dispositifs de 15 à 20 kilotonnes pourraient détruire Israël. Et l'Iran a prouvé qu'il pouvait frapper n'importe quelle partie d'Israël à tout moment. Si vous attaquez l'Iran, Israël sera détruit. C'est la discussion actuelle. Nous sommes à un moment très sérieux de l'histoire mondiale. Netanyahou joue avec la vie de plus de 100 millions de personnes, car ce seront les victimes. Même si Israël a 12 millions d'habitants, les conséquences d'un conflit nucléaire toucheraient bien plus de 100 millions de personnes. Pourtant, personne n'en parle. Les Américains ont un président qui plaisante sur le bouton nucléaire, un premier ministre qui défie les États-Unis, alors que Biden a mis des choses sur la table. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a déclaré que les États-Unis soutiennent 2 résolutions, l'une pour l'aide humanitaire, l'autre pour un cessez-le-feu, que les États-Unis ont bloqué. Elle a dit qu'Amérique ne pouvait pas soutenir cela, mais elle doit maintenant faire marche arrière après un appel avec Netanyahou. Netanyahou est désespéré, car il échoue à Gaza. Combien de fois Israël devra-t-il entrer et nettoyer Gaza? Ils doivent maintenant entrer à nouveau dans le nord de Gaza, car le Hamas résiste, tuant des Israéliens et tirant des roquettes. Cela fait plus d'1 an que cette guerre dure, et Israël n'a pas vaincu le Hamas. Si Israël bombarde l'Iran, c'est la fin d'Israël. Cela déclencherait une réponse nucléaire israélienne, suivie d'une réponse iranienne. Ce n'est pas le moment de plaisanter, ce sont des questions de survie. Juste votre dernier commentaire sur ce contraste, car nous avons, comme vous l'avez dit, Joe Biden et l'administration Biden qui ont tenté ces dernières semaines, surtout ces derniers jours, de dialoguer avec le côté israélien. Il y a beaucoup de tensions entre Netanyahou et Biden, Gallant et Biden. Et maintenant, il semble aussi, je ne pense pas que ce soit une coïncidence, que Vladimir Poutine prenne le temps d'aller au Turkménistan pour rencontrer le président iranien à la veille de ce qui vient d'Israël. Quelle différence voyez-vous ici entre ce que la Russie et Vladimir Poutine peuvent dire et communiquer à l'Iran par rapport à la manière dont les États-Unis ont abordé cela? Parce que vous avez qualifié ce que font les États-Unis et Israël de jeu stupide à cause des conséquences. Mais maintenant, vous avez aussi Vladimir Poutine qui intervient et parle au président iranien. Je suis juste curieux de savoir ce que vous pensez qui pourrait être dit et comment cela pourrait différer de la manière dont les États-Unis gèrent tout cela avec le côté israélien. Eh bien, je pense que la Russie et l'Iran se dirigent vers une relation stratégique solide. Un problème clé pour la Russie et l'Iran est les politiques de longue date de la Russie concernant le traité de non-prolifération nucléaire. Historiquement, la Russie a soutenu les sanctions contre l'Iran en raison de ses prétendues violations de l'accord de garantie, etc. Cependant, la Russie a signé le plan d'action global conjoint, l'accord nucléaire iranien. Trump s'en est retiré, l'Amérique n'en fait plus partie et l'Europe ne s'y est pas conformée. L'Iran s'en est progressivement éloigné parce que l'accord lui-même le permet. Je ne me souviens pas de l'article, peut-être 24 ou 36 ou quelque chose comme ça. Si un côté ne respecte pas l'accord, l'autre côté peut cesser de s'y conformer jusqu'à ce que l'autre côté revienne à la conformité. C'était en fait quelque chose que les États-Unis ont négocié dans le cadre du retour des sanctions. Voyez, nous l'avons mis là parce que nous pensions que l'Iran serait celui qui tricherait. Nous disions que si l'Iran trichait, alors nous pourrions, vous savez, rétablir nos sanctions. Mais cela nous a mordus parce que nous nous sommes retirés et l'Europe refuse de s'engager économiquement. Et donc, c'est l'Iran qui fait le retour. Et leur retour consiste en fait à se retirer des protocoles additionnels et des dispositions qui avaient été mises en place par l'accord.
La Russie a progressivement modifié sa position, car elle reconnaît que les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne ont utilisé l'IAEA et le traité de non-prolifération nucléaire pour entraver des nations comme la Corée du Nord et l'Iran. Ils ont vu comment les États-Unis ont abusé de l'IAEA en Irak, créant en 2003 une fausse impression d'un programme nucléaire irakien renaissant ou réactivé qui n'existait pas, et tenant l'Irak responsable de choses qui étaient indéfabriquées. Nous avons vu la Russie dire essentiellement aux Nations Unies et au monde qu'en ce qui concerne la Corée du Nord, qui s'est retirée du TNP et dispose d'un programme d'armes nucléaires viable, la Russie ne tiendra plus la Corée du Nord responsable de cela. Le temps d'essayer de faire reculer la Corée du Nord et de la désarmer est révolu. La Russie accepte la Corée du Nord comme une puissance nucléaire. Je pense que la discussion que Poutine et l'Iran vont avoir concerne le retrait potentiel de l'Iran du traité de non-prolifération nucléaire et comment la Russie, la Chine et les BRICS vont gérer cela. Quelles en sont les conséquences? Vous savez, qu'est-ce qui doit se passer pour déclencher cela? Quelles étapes l'Iran doit-elle suivre pour éviter cela? Vous savez, car il faut être prudent. Nous avons une réunion des BRICS à tenir, dans laquelle la Russie a investi beaucoup de temps et d'efforts, et l'un des aspects clés de la raison d'être des BRICS est de rejeter l'ordre international fondé sur des règles et de mettre en œuvre un ordre international fondé sur le droit, dérivé d'une appréciation du droit international. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est un traité, l'un des fondements du droit international. Ainsi, l'Iran ne peut pas simplement s'en retirer à la légère. Je pense que l'une des discussions que la Russie va avoir avec l'Iran concerne la gestion de cette crise et ce qui peut être fait pour l'éviter. Parce que je pense que l'idéal pour la Russie serait de maintenir l'Iran dans le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, mais la Russie comprend la pression à laquelle l'Iran est soumis. Et si cela devient une question existentielle, comme cela l'a été avec la Corée du Nord, alors la Russie, bien sûr, je crois, conseillera à l'Iran que s'il doit se retirer, voici les étapes à suivre pour que la Russie puisse, vous savez, prévenir un retour de bâton qui nuit à l'Iran, qui nuit à la Russie, qui nuit aux BRICS. Cela revient également à une question de timing. Mais la carte maîtresse ici est que l'Iran a promis une réponse instantanée si Israël attaque. En gros, ils disent que si Israël envoie des avions pour attaquer l'Iran, au moment où ces avions retourneront en Israël, il n'y aura plus d'Israël. C'est à quel point leur réponse sera rapide. Donc, encore une fois, des temps très dangereux. Des événements très préoccupants se déroulent. La direction dont Poutine va parler concerne l'avenir de la relation stratégique de l'Iran avec la Russie et de la relation stratégique de la Russie avec l'Iran. Je pense que vous allez voir cela se renforcer. Et aussi, je pense que vous allez voir que la Russie va de nouveau soutenir l'Iran sur cette question nucléaire. Mais cela doit être fait correctement. Cela ne peut pas être une réaction impulsive et irréfléchie. Ce n'est pas comme ça que les Russes fonctionnent. Les Russes font tout délibérément, et il doit y avoir une légalité attachée à tout. Donc, je pense que la Russie travaillera avec l'Iran sur la meilleure façon pour l'Iran de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire et de déclarer son nouveau statut de puissance nucléaire.